C'est le moment de rejoindre notre politologue Benoît Lapierre pour la chronique d'actualité internationale. Bonjour, bonjour. Bonjour Francis. Et aujourd'hui, on se retrouve aux États-Unis pour discuter de la décision du Conseil de surveillance de Facebook de maintenir la suspension de Donald Trump du réseau social en lien avec les événements du Capitole du 6 janvier dernier pour une période de 6 mois. Oui, en effet, on va vous rappeler un petit peu les événements pour les personnes qui s'en souviendraient pas. Le 6 janvier, Donald Trump avait fait un rassemblement politique devant le Capitole pour donner un discours. Et après ça, il y avait eu des émeutes, justement, alentour du Congrès américain. Il y avait des émeutiers qui avaient rentré dans le bâtiment. Et ça avait fini cette journée-là de violence avec 4 morts. Et même si Donald Trump s'avait excusé à demi-mot de tous les événements qu'il y avait eu, c'était pas assez. Et suite à ces événements-là, la plupart des réseaux sociaux avaient fini par le bloquer. Ça avait commencé avec Twitter qui avait bloqué l'ancien président américain et son compte de 89 millions de followers avait été bloqué. Lui, ça a été le premier. Ensuite, ça avait vraiment déboulé. Il y a eu Facebook, Instagram, YouTube, il y avait eu Spotify, Shopify, puis même pas des réseaux sociaux, mais plus des systèmes de paiement comme Stripe. Donc, il y avait eu vraiment une volée de bannissement de Donald Trump sur les médias en tant que tel. À la fin, même, je me demandais s'il était capable de pouvoir se commander un Uber tellement que le bannissement avait été gros. Et ça, c'est tout dépendant des réseaux sociaux. Ça allait d'un bannissement permanent à des impossibilités de se créer des comptes. Et dans le cas de Facebook, c'est le cas qui nous intéresse, ça a été une suspension au début d'un moment indéfini. Et, en fin de compte, ils ont décidé de plus s'attarder sur la question hier. Et le conseil de surveillance de Facebook, qui est composé de 20 membres, dont des journalistes, des avocats, des défenseurs des droits de l'homme et des anciens dirigeants politiques, ont dit qu'ils continuaient à garder la suspension de Donald Trump du réseau social, mais qu'il n'était pas banni à vie et qu'il allait revenir sur cette décision-là dans 6 mois pour justement décider si on allait le bannir de façon permanente ou si ça allait être encore une période de 6 mois, 3 mois, etc. Et là, Benoît, malgré le maintien de son interdiction sur Facebook, l'ancien président américain a voulu afficher son influence sur son parti hier, s'en prenant à l'une des rares élues républicaines critiques envers lui. Oui, en effet, il faut savoir, on en avait parlé un petit peu la semaine passée. Donald Trump reste encore très populaire au sein du parti. C'est surtout que c'est un personnage clivant au sein du parti. Tous les membres du Parti républicain sont obligés de s'afficher comme étant pro-Trump ou anti-Trump. Donc, c'est vraiment comme un baromètre pour s'aligner à l'intérieur du parti. Avant ça, Donald Trump était habitué de juste communiquer par des communiqués de presse qu'il n'y avait pas vraiment la même portée, il n'y avait pas le même lien direct entre l'ancien président américain et son électorat, comme il y avait avec Facebook, pas avec Facebook, avec Twitter, que justement c'était un lien direct entre l'électeur et l'ancien président. Mais Donald Trump, depuis une semaine, s'est rendu compte qu'il y avait un site Internet à lui et que sur ce site Internet-là, il pouvait bloguer. Donc, il s'est créé un blog sur son site Internet et qui, justement, depuis une semaine, a pu retrouver le lien direct avec les lecteurs sans passer par le fil des médias. Et sur ce site Internet-là, il a commencé on voit le même Donald Trump du temps de Twitter où il dit qu'est-ce qu'il pense et des fois dans un langage cru. Et maintenant que Donald Trump est revenu sur son blog, son fiel s'est attaqué à Liz Cheney. Ça, c'est la fille de l'ancienne vice-président de Dick Cheney, qui avait été sous la présidence de Bush. Et elle, son poste au sein du parti, est chairman pour le Parti républicain. Grosso modo, dans l'organigramme, c'est le numéro 3 du parti à la Chambre des représentants. Et une de ses caractéristiques, c'est qu'elle aurait voté pour la procédure d'impeachment de Donald Trump en février dernier. Donc, Donald Trump, en plus de l'insulter de la manière qu'on sait que celui est capable, il a aussi invité le parti à la remplacer dans son poste de chairman, mais aussi d'y trouver un autre candidat pro-Trump pour les élections de 2022. Et justement, vu que Donald Trump a encore une grosse influence au sein du parti, il va avoir un vote interne au sein du Parti républicain pour décider du sort de Liz Cheney au cours de la semaine prochaine. Et les affaires, les carottes semblent cuites pour Liz Cheney parce qu'il y a le numéro 1 du parti dans la Chambre des représentants. Donc, grosso modo, ce serait le chef de l'opposition du Parti républicain, Kevin McCarthy, et aussi le whip du Parti républicain, Steve Scalise, qui ont dit que Liz Cheney avait probablement perdu la confiance
du Parti républicain pour maintenir son poste de chairman au sein du Parti républicain. Benoît Lapierre, on en a parlé brièvement la semaine dernière. Même si c'est encore loin, là, Donald Trump a manifesté son intention de se représenter à l'élection présidentielle de 2024, puis il compte bien garder la main mise sur le parti d'ici là. Oui, en effet, on en avait parlé. C'était en février dernier, lors de sa première sortie publique après sa défaite aux élections en janvier dernier. C'était aux conférences, au Conservative Political Action Conference, le CPAC, où il avait manifesté son intérêt à poursuivre dans la politique active et pouvoir retenter sa chance en 2024. Toutefois, même si le principal intéressé a l'air vraiment justement intéressé à poursuivre sa vie politique, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient peut-être lui mettre des bâtons dans les roues et il y a fait beaucoup de chances qu'on ne voit peut-être pas Donald Trump en 2024. Entre autres, une des choses, c'est que Donald Trump, même s'il y a encore beaucoup d'énergie pour son âge, il n'est pas jeune. Pour l'instant, il a 74 ans. Quand il va se représenter en 2024, il va avoir 78 ans. Donc, dans 4 ans, on ne sait pas comment que sa condition physique va être, si justement il serait capable encore de faire une campagne électorale efficace comme on le connaît avec son style, et s'il serait capable après ça de faire 4 autres années de présidence avec le style qu'on le connaît. Une autre chose aussi qui joue en sa défaveur, c'est que Donald Trump, c'est vraiment un candidat clivant. Soit qu'on l'aime, ou soit qu'on le déteste, et même les personnes qui l'aiment, on dirait qu'il y a plus de personnes qui le détestent et qui le détestent tellement qu'ils seront prêtes à aller voter contre lui, comme un petit peu avec Joe Biden qu'on a vu cette fois-ci, que Joe Biden a fait le plein de votes, que des fois c'était peut-être pas pour voter pour lui, mais c'était plus pour voter contre Trump que les personnes ont été votées. Et finalement aussi, c'est que la principale raison, c'est que 4 ans, en politique, c'est très long. Il y a le temps de se passer beaucoup de choses. Et Donald Trump, pour l'instant, il vient de sortir d'une présidence quand même haute en couleur. Mais en 4 ans, il a le temps de perdre justement son momentum, de perdre son aura du côté républicain. Et il y a plusieurs stratèges dans le Parti républicain qui disent que la meilleure chose qu'il pourrait avoir, c'est de trouver un genre de style de Trump, mais en moins jeune et qui n'aurait pas le même passif que l'ancien président américain pour pouvoir défendre la nouvelle moussure du Parti républicain qui a été quand même transformée de l'intérieur par le passage de Donald Trump. Or, il y a déjà des candidats qui se préparent, qui se positionnent pour justement de devenir ce genre de nouveau Donald Trump-là, plus jeune, avec moins de scandales derrière lui, avec un style qui passe mieux par les médias. Et parmi là, il y a 2 noms déjà qui commencent à monter dans les médias américains. On parle de Kristi Noem. Ça, c'est la gouverneure du Dakota du Sud. Et elle, une chose qu'elle est en train de se faire connaître du côté républicain, parce qu'elle est en train de poursuivre l'administration Biden qui veut interdire les feux d'artifice au 14 juillet au Mont-Rushmore. Le Mont-Rushmore, ça, c'est la grosse montagne aux États-Unis avec le Mont-Rushmore, c'est la grosse montagne aux États-Unis avec la tête des présidents américains. Oui. Normalement, il y a beaucoup de feux d'artifice dans la région lors du 14 juillet, mais depuis quelques années, il y a plus des enjeux pour les feux de forêt avec les feux d'artifice. Or, Kristi Noem, la gouverneure du Dakota du Sud, ça avait toujours arrangé avec Donald Trump, mais avec Joe Biden, les choses sont plus compliquées. Et justement, elle veut même poursuivre le gouvernement américain pour forcer le gouvernement à lui permettre de faire des feux d'artifice. Donc ça, vous voyez le genre de style que ça pourrait donner au présidentiel. Ou sinon, le candidat, un autre candidat qui, lui, est plus connu, c'est Ron DeSantis. Lui, c'est le gouverneur de la Floride. Oui, effectivement. Et lui, il est en train de faire parler de lui beaucoup, surtout à droite, mais aussi dans le reste des États-Unis, dans la population générale, parce que c'est quand même un leader dans le sens du côté républicain pour la réouverture de son État suite à la pandémie de COVID. Et justement, il est en train de faire un nom et devenir un candidat présidentiel, justement avec toute sa gestion de la COVID qui a eu quand même un relativement bon succès selon les critères américains. Et pour en savoir plus, on va sur benoîtlapierre.ca. Un gros merci, Benoît. Merci à vous. Bonne semaine. Bonne semaine.